Merci François. Avec Ça plaisir. faisait quelques années qu'on ne s'était point vu Tout à fait. et je suis heureux de te retrouver là. Merci donc d'être venu et de nous parler aujourd'hui d'un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, qui est au centre de batailles et de polémiques non négligeables, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ouais. En Europe aussi, puisque la Commission européenne s'occupe des questions des pesticides depuis quelque temps aussi. Ouais. Tu vas nous en parler. Ouais. Ce qui est important, c'est que c'est un sujet dont le fond a beaucoup évolué depuis quelques années. Ce que je disais dans cette présentation que vous avez reçue, c'est que pendant 20 ou 30 ans, les pesticides étaient plutôt connus comme étant un bienfait pour l'humanité. D'abord, ça permettait de tuer tout un tas de mauvaises choses qui étaient autour de nous, mais aussi de sauver des récoltes. Euh, je me souviens quand j'étais enfant de silos de grains qui, si l'on ne mettait pas des pesticides, risquait de pourrir. Et donc, je me souviens d'odeurs particulières dans ces grands silos de grains euh, qui étaient dus aux pesticides et qui faisaient qu'on avait de bons grains. En tout cas, à l'époque, on croyait que c'était le cas. C'était dans les années 50, 60, au début des années 70. Depuis, les choses ont pas mal évolué. Et on commence à penser, même si un certain nombre de gens ne le pensent pas encore, notamment chez les agriculteurs, que les pesticides, on en a trop utilisé, qu'on en utilise trop et que c'est peut-être dangereux, que c'est peut-être beaucoup plus dangereux qu'on ne le dit ou qu'on ne le pense. Donc, on a vu les débats qui ont eu lieu récemment, Ils n'ont pas pas seulement manqué. sur le glyphosate, mais Non. sur d'autres, les néonicotinoïdes notamment. Euh, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Tu vas nous en parler. Ouais. Et donc, il y a, ce que je dis dans le livre que tu as publié récemment, c'est un déni français. Je pense que c'est pas uniquement un déni français, mais bon, tu parles plus de la France que d'autres. Euh, c'est un déni qui reste très fort aujourd'hui. On l'a vu là ces derniers mois, ces dernières semaines. Et tu nous parles même, tu vas plus loin, tu penses qu'il y a un confort de l'ignorance, c'est-à-dire que c'est une ignorance volontaire, hein, comme certains ont pu parler de servitude volontaire, on pourrait parler maintenant d'ignorance volontaire, donc on dira plus la Boétie, mais on dira de Dieu, et l'ignorance volontaire. Euh, voilà, écoute, on est là pour t'écouter, je crois que c'est un sujet qui nous passionne tous, et je te laisse la parole. Eh bien, écoutez, merci de cette présentation et merci de votre invitation. Merci à tout le monde d'être venu aussi tard, mais je crois que vous en avez l'habitude. Alors, écoutez, peut-être en deux mots. Alors, je déteste les chercheurs qui passent leur temps à se présenter, donc j'hésite à faire ça. Mais là, je pense que vous allez voir, c'est pour la présentation qui va suivre, c'est important. Donc moi, comme l'a dit Bernard, je suis un sociologue dans une grande famille désunie comme la sociologie. Moi, je suis plutôt ce qu'on appelle un sociologue de l'action publique. C'est-à-dire, je vais m'intéresser, hein, je m'inscris dans une longue lignée de travaux hein, qui date des années 60 aux États-Unis, bref, et qui en fait va regarder en fait, comment des acteurs au sein d'une action publique se livrent à des jeux de pouvoir, et ces jeux de pouvoir ont une influence sur la mise en œuvre de cette politique publique. Donc cette grande tradition de travaux, en fait, essaye de regarder ce que font, mais ne font pas aussi les politiques publiques dans un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait du secteur environnement avec les pesticides agricoles. Bien. Alors, je vous propose de commencer en fait cette présentation par une énigme. On aime bien en science les énigmes, hein, c'est ce qui nous le moteur scientifique. Et cette énigme, c'est la suivante. Comme tu l'as rappelé, les pesticides agricoles, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent, hein, ce sont en fait ces produits chimiques hautement toxiques qui ont accompagné le développement de l'agriculture française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale hein, et qui ont, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ont été longtemps considérés comme des produits miracles. Ce qui était facile, ils le sont toujours, peu coûteux d'usage, et donc permettait des économies en gains de travail, gains de temps, gains économiques, qui étaient phénoménales, c'est toujours le cas aujourd'hui. Néanmoins, depuis les années 90,
les pesticides suscitent de grandes inquiétudes. Alors, depuis les années 60 aux États-Unis, avec le fameux livre de Rachel Carson, Un printemps silencieux, qui était la première à dénoncer en fait les effets méconnus des pesticides. Et depuis les années 90, en France, la polémique a démarré avec, tu viens de le rappeler, hein, cette classe en fait, d'insecticides qu'on appelle les néonicotinoïdes, qui sont ces insecticides qu'on dit systémiques, hein, qui viennent dans l'enrobage de la plante pour se diffuser dans la plante. Et dans les années 90, une grande partie des apiculteurs français en fait, ont observé le déclin d'abeilles qu'ils ont très vite associé en fait, à l'introduction de cette nouvelle classe d'insecticides. Donc depuis les années 90, les pesticides suscitent un grand nombre de préoccupations, au point que la plupart des journaux, hein, comme le titrait encore il y a 10 ans Libération ou Le Monde, pensaient que les pesticides étaient le prochain scandale sanitaire français. Bien, donc ces pesticides, on a évidemment, vous savez, hein, à la fois des insecticides, des herbicides qui sont les plus utilisés en France, des fongicides pour lutter contre les maladies, sont aujourd'hui accusés d'entraîner en fait des effets irréversibles sur la biodiversité. Ça, on reviendra dans la discussion si vous voulez, ça vient d'être objectivé par de nombreux rapports, accusés en fait d'être à l'origine de la pollution des eaux, et aussi des maladies professionnelles des agriculteurs, hein, qui sont les premiers concernés par ce problème. Je vais beaucoup vous en parler. Voilà. Mais, et on revient à mon énigme, si vous vous intéressez à l'actualité des pesticides, vous verrez en fait que toutes les alertes qui sont lancées sur les pesticides ont une caractéristique commune et forte, c'est que leur danger est systématiquement mis en doute. À la fin des années 90, lorsqu'on a commencé à pointer la responsabilité des néonicotinoïdes dans l'effondrement des abeilles, de nombreux scientifiques ont mis en doute en fait ce postulat en essayant de dire que finalement en fait il y avait d'autres causes qui pouvaient être en jeu, hein, notamment comme le varroa, hein, cet acarien qui avait la bonne idée en fait d'apparaître au même moment, hein, que les semis lorsqu'on utilisait les néonicotinoïdes. Premier doute. Et là, deuxième doute, deuxième exemple, vous en avez évidemment entendu parler, l'herbicide le plus célèbre du monde, commercialisé par l'ex-société Monsanto, aujourd'hui racheté par Bayer, le glyphosate, qui en 2009 a commencé à défrayer la chronique, puisque vous savez, je vais en parler ici très rapidement, mais un pesticide est mis sur le marché pendant 10 ans, et à l'issue de ces 10 ans, il faut le réévaluer pour tenir compte des données scientifiques. Et en 2009, en fait, l'EFSA, qui est l'agence qui est en charge en fait, de l'évaluation des risques, classe cet herbicide comme non cancérigène, probable pour l'homme, hein, comme elle l'a fait depuis 1976, date de sa première commercialisation. Mais patatras, en 2009, un autre organisme international, le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, lui va produire un autre avis totalement différent et va montrer en fait va conclure que le glyphosate, hein, et ses composants sont plutôt des cancérigènes probables pour l'homme, hein, c'est-à-dire cette catégorie 2A, probable, hein, pas avéré mais probable. Bien, donc qui croire, l'EFSA ou le CIRC? Donc vous voyez finalement en fait, comme le glyphosate, comme dans un grand nombre en fait, de molécules, ces dangers sont systématiquement mis en doute. Bien, alors, moi, quand j'ai commencé mes recherches il y a 9 ans maintenant, je suis parti de cette énigme-là. Essayer de comprendre, mais finalement, pourquoi il y avait ce doute systématique. Je vous vois venir, vous allez me dire, mais oui, ça peut s'expliquer par la production scientifique elle-même, c'est-à-dire par les controverses scientifiques qui ont lieu en général sur ce type de produit, c'est-à-dire en fait, quand deux disciplines scientifiques, en l'occurrence ici la toxicologie ou l'épidémiologie, vont se pencher sur un même problème, mais vont arriver à des résultats qui sont opposés. Bien. Donc jusqu'à un passé récent, finalement, on s'était dit, finalement, la science avance en marchant, en se disputant, etc., pendant longtemps, hein, parce que la controverse sur les pesticides a duré plus de 15 ans dans le cas des néonicotinoïdes, pour produire des résultats avérés, puisque maintenant, on sait aujourd'hui que les néonicotinoïdes sont bien responsables du déclin des abeilles. On y reviendra si vous voulez, parce qu'on est parvenu à objectiver en fait, cette histoire de faible dose, j'y reviendrai, hein, sur 0,01 mg par glace. Bien. Bon, jusque-là, on vivait sous ce régime-là. Mais depuis quelques années, une thèse bien plus sombre a vu le jour. Alors, je ne sais pas comment tu bouges. Attends. Voilà. Excusez-moi, vous avez ménagé mes effets suspects. Donc, une thèse bien plus sombre a vu le jour, qui est la thèse de ce qu'on appelle la production sociale de l'ignorance. Alors, je vais faire un tout petit crochet avant de revenir à mon objet. Pour les sociologues, les historiens, les économistes ou d'autres disciplines en SHS, la production sociale de l'ignorance ne correspond pas à la définition que vous avez peut-être en tête, c'est-à-dire la définition scientifique, c'est-à-dire l'ignorance serait un simple vide de savoir que la simple accumulation de connaissances permettrait de combler.
Par exemple, on ne sait pas aujourd'hui s'il y a de la vie sur Mars, mais les progrès scientifiques vont nous permettre de le savoir. Bien. Non, pour les sociologues, historiens, etc., la production de l'ignorance correspond en fait à ce qu'on appelle un construit social, c'est une production sociale. Ça peut être l'effet en fait d'effets de sélection qui soient à la fois culturels, politiques ou organisationnels. Alors, le meilleur exemple, c'est par exemple la construction de tabous dans une société qui nous empêche collectivement de voir un certain nombre de problèmes, par exemple comme l'inceste et les violences sexuelles qui peuvent en découler. Je reviens à ma démonstration. Dans le cas de la santé-environnement, un livre que vous voyez ici, que je vous invite toutes et tous à lire, à part si vous avez des insomnies, puisque moi, il m'a personnellement donné des insomnies, qui est un livre qui a été écrit par un de mes collègues historiens de l'université de Stanford, qui s'appelle Robert Proctor, et je vais aller vite dessus. Et Robert Proctor a été le premier à montrer en fait comment des acteurs particulièrement puissants, des industriels d'un secteur, parviennent à entretenir, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mot-clé sur lequel je vais travailler, délibérément le doute sur un certain nombre en fait, de substances. En l'occurrence, Proctor va bénéficier, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que dès que je m'attarde, je ne pourrais pas trop, d'un matériel extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va bénéficier en fait, de 80 000 pages d'archives qui proviennent en fait, des industriels du tabac. Qu'est-ce qu'il va découvrir dans ces 80 000 pages? Un complot. Pour vous le dire très rapidement, les industriels du tabac, en 1953, arrivent ont connaissance d'une série d'études toxicologiques qui montrent ce que beaucoup de scientifiques savaient depuis les années 20, que le fait de fumer à long terme provoque des cancers du poumon. Ils se réunissent à l'hôtel Plaza de New York, ce fameux hôtel, pour décider de la marche à suivre. Et là, un des cadres de Brown et Williamson, hein, qui va rester célèbre, va avoir une idée de dire il ne faut pas contester ces résultats, mais il faut les mettre en doute. Donc, les industriels du tabac vont construire, élaborer en fait un institut de recherche, Tobacco Industrial Research Council, sur lequel en fait ils vont lancer un grand nombre d'études pour étudier, c'est la clé, les causes alternatives au cancer du poumon. Donc, ils vont essayer ils vont s'intéresser en fait aux facteurs individuels, aux facteurs environnementaux, la pollution qui peut donner les cancers du poumon, etc. Bien. Ils vont bien étudier le tabac, mais le tabac est noyé dans une série d'autres causes. Proctor nous dit, la ruse des industriels, c'est d'utiliser la science contre elle. C'est-à-dire de mettre en doute, grâce à d'autres connaissances scientifiques, des faits qui sont pourtant bien établis. Ça a une vertu, selon Proctor, que non seulement on utilise la légitimité de la science contre elle, en plus on fait de scientifiques qui sont indépendants, même financés par l'industrie, les porte-parole de leurs intérêts. Cela fonctionne de manière merveilleusement bien, même si le terme n'est pas adapté. Proctor, au début de son livre, fait un calcul simple. Il dit entre le temps 1953, où on a eu connaissance des effets du tabac sur le cancer du poumon, et le temps où les autorités américaines ont commencé à communiquer là-dessus, il s'est écoulé 10 ans. 10 ans, nous dit Proctor, c'est 8 000 milliards de cigarettes qui ont été fumées aux États-Unis. 8 000 milliards de cigarettes, c'est 8 millions de morts. Un holocauste. Pour beaucoup, et de nombreux observateurs, dont mes collègues, on observe exactement la même chose dans le secteur des pesticides. C'est-à-dire que les industriels de l'agrochimie, les 5 gros industriels qui se partagent en fait 65% du marché et qui protègent un marché sur le cas des pesticides estimé entre 53 milliards d'euros et 57 milliards d'euros, s'évertuent eux aussi à mettre en doute de manière délibérée, j'insiste là-dessus, on va y revenir, délibérée le doute sur les dangers des pesticides. Et figurez-vous, alors je ne vous ai pas amené mon livre, je suis vraiment un mauvais commerçant, on y reviendra tout à l'heure. Il n'est pas trop tard pour l'acheter. Bien, dans mon livre, dans la première partie, je montre qu'effectivement, les industriels de l'agrochimie, dont Monsanto, sont effectivement actifs et vont s'inspirer des méthodes de leurs prédécesseurs du tabac. Et c'est ce qui va se passer dans le cas du glyphosate. En 2015, un consortium de journalistes va avoir accès à un matériel extraordinaire qu'on appelle les Monsanto Papers. Alors, pour vous le dire très vite, à la suite de plaintes aux États-Unis, ce qu'on appelle une class action de victimes du glyphosate, l'administration d'Obama va sommer Monsanto en fait va saisir en fait tous les documents internes de Monsanto pour faire la lumière sur cette histoire. Donc ils vont saisir un grand nombre de documents internes, d'échanges de mails, etc. Qu'est-ce qu'on découvre? Que des cadres de Monsanto vont s'évertuer aussi à mettre en doute l'expertise du cirque. On y reviendra si vous voulez dans la conclusion.
mais les échanges sont très éloquents. Comment ils vont le faire? Ils vont utiliser une technique qui est très bien connue dans le médicament qui s'appelle la technique du ghostwriting, c'est-à-dire de l'écriture fantôme. Voilà comment on fait. C'est très simple. Monsanto va contractualiser un cabinet de consultants dont la plupart sont indépendants, ce sont des scientifiques indépendants, il y a des consultants, etc. Il va leur demander de faire en fait une revue de littérature exhaustive sur la probabilité que le glyphosate soit cancérigène pour l'homme. Figurez-vous, on arrive à la conclusion, évidemment, que le glyphosate n'est pas cancérigène pour l'homme. Mais ils vont prendre cette revue de littérature et ils vont la publier dans une revue scientifique qui est indépendante, soumise à ce qu'on appelle le peer review, c'est-à-dire à l'analyse d'autres scientifiques. Et cette étude va être publiée et il va avoir une certaine notoriété. Bien. Alors, attention, parce que dans ces sujets, le diable est toujours dans les détails. Lorsque vous soumettez à un peer review, vous devez montrer en fait quelles sont vos données et vous devez faire ce qu'on appelle une déclaration publique d'intérêt pour vous montrer qu'en fait, finalement, vous avez travaillé de toute manière indépendante. Dans le cas dont je vous parle, dans le cas de cette publication, dans la Critical Review of Toxicology de 2015, les experts disent « Nous travaillons bien pour Monsanto, mais Monsanto n'a jamais relu nos épreuves. » Très bien. Qu'est-ce qu'on découvre dans les Monsanto Papers? L'inverse. Évidemment, les cadres de Monsanto ont fait ce qu'ils appellent beaucoup d'editing, c'est-à-dire qu'ils vont suivre la publication progressivement et vont orienter d'une certaine manière les conclusions. Bien. Donc, les manœuvres des industriels existent bel et bien. Dans mon livre, je montre aussi que, sans rentrer dans des histoires de conflits d'intérêts, on observe certaines formes, des formes de collusion qui existent entre certains cadres de l'agro-industrie et les régulateurs français, notamment des agences d'évaluation, par un phénomène ce qu'on appelle de revolving door, des portes tournantes, où un cadre de l'industrie passe à une agence d'évaluation et revient après dans l'industrie et inversement. Bien, il s'opère une forme de convergence d'intérêts. Bon, alors donc les industriels agissent de manière délibérée, à certaines occasions, on y reviendra en conclusion, pour maintenir le doute. Mais ce que je voudrais vous montrer ici, dans cette présentation, c'est que finalement, le problème n'est pas tellement là. Et d'une certaine manière, il est bien pire. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que le problème de l'influence des industriels sur la production du doute est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire celle où, en fait, tous les journalistes, une partie de mes collègues, le grand public, va se focaliser. Mais en fait, la production du doute, comme j'ai essayé de vous le montrer, repose sur une phase immergée dont les fondations sont bien plus complexes à cerner et bien plus profondes. Et ces fondations viennent en fait de l'imposant dispositif de contrôle en charge de la gestion et du contrôle des risques qui est lié aux pesticides. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce dispositif qui est en charge, au nom de la puissance publique, l'évaluation du contrôle des pesticides, entretient, malgré lui, c'est une nuance que je voudrais apporter, c'est-à-dire en grande partie indirectement, le doute sur les dangers des pesticides. Ce que je vais essayer de vous montrer là dans les 20 minutes qui me restent, c'est qu'en fait ce dispositif fonctionne de telle manière qu'il s'arrange, et vous allez voir ce que je vais mettre sous ce terme-là, les mécanismes sociaux qui sont novateurs, pour écarter toutes les alertes que j'ai appelées inconfortables, c'est-à-dire des alertes sur les dangers diffus des pesticides et surtout sur des alertes qui viennent remettre en cause très directement les postulats scientifiques sur lesquels ce dispositif s'appuie pour pouvoir commercialiser les pesticides et aussi la réglementation. Donc j'ai appelé ces savoirs inconfortables. Pourquoi? Parce que si des alertes viennent remettre en question ces postulats scientifiques et réglementaires, on en vient à admettre qu'on met sur le marché un certain nombre de pesticides dont on ne maîtrise pas les dangers. Et ça, c'est juste purement inacceptable. Donc comme ces alertes sont très inconfortables, il faut s'arranger, et encore une fois, je vais définir ce terme, pour pouvoir domestiquer ces alertes. Alors, il s'enclenche à ce moment-là, je vais essayer de vous montrer, un processus très subtil que j'ai appelé de déni organisé. Alors, pourquoi déni? J'ai emprunté, on y reviendra si vous voulez dans la conclusion, ce terme à la psychologie, qui montre que finalement, le déni, c'est la capacité de vivre avec des savoirs qui sont inconfortables, mais de vivre avec. Là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans ce dispositif, on essaye bien de traiter ces alertes, mais on va les traiter de telle manière qu'on va prendre en compte uniquement les parties les plus confortables, c'est-à-dire celles qui s'inscrivent dans les orientations ordinaires de ce dispositif, et on va écarter les parties les plus inconfortables. Et ce faisant, on va dire que finalement, les alertes ont été traitées. Bien, et pourquoi organiser?
organisé pas dans le sens d'un très grand complot, comme je vous l'ai dit, d'une certaine manière, c'est encore pire. Je vais vous montrer qu'en fait, que les normes, les postulats scientifiques, les outils scientifiques qui sont utilisés pour contrôler les pesticides et la division du travail au sein de ce dispositif donnent aux régulateurs toutes les bonnes raisons d'écarter ces savoirs inconfortables. D'accord? Bien. Alors, je vais essayer de vous démontrer ça un peu rapidement. En sociologie de l'action publique, on travaille par ce qu'on appelle des analyses de cas. C'est-à-dire que moi, pendant 10 ans sur mes recherches, je suis allé chercher des cas pour essayer de montrer justement en fait, comment ce dispositif traitait des alertes sur des dangers diffus des pesticides qui existaient bel et bien. Donc j'ai recueilli un certain nombre de cas, et 2 de ces cas concernent le cas de la santé au travail. Vous savez peut-être pas, mais depuis une dizaine d'années, en fait, on recense des alertes extrêmement inquiétantes concernant en fait, les dangers des pesticides pour la santé des travailleurs, notamment des maladies chroniques qui seraient liées à un certain nombre de pesticides. Alors là aussi, j'y reviendrai. Il y a eu 2 tableaux de maladies professionnelles qui ont été créés. Mais ma surprise, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est que les régulateurs me disaient, mais au fond, bien, il y a peut-être un danger des pesticides, mais rien ne nous laisse présager que les agriculteurs sont dangereusement exposés aux pesticides. Et puis, après tout, il existe tout un assemblage de règles, de normes et de dispositifs scientifiques qui nous permet de contrôler ces normes. Bien. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que cet appareillage, cet imposant appareillage scientifique, réglementaire et organisationnel, finalement, fonctionne de telle manière qu'on évacue les savoirs inconfortables. Bien, alors là, c'est le moment pénible de la présentation, excusez-moi, il faut que je vous fasse un tout petit détour sur la procédure clé du contrôle des pesticides, qu'on appelle la procédure d'homologation. Si vous êtes un industriel et que vous voulez mettre sur le marché un pesticide, il faut satisfaire aux conditions d'une homologation, comme dans les médicaments. C'est-à-dire vous allez développer votre pesticide, vous allez mettre à peu près 10 ans pour le faire, et vous allez soumettre, il va falloir vous montrer 2 choses, à la fois l'efficacité du pesticide, sa capacité à atteindre la cible, insecticide, etc., et son innocuité pour l'homme, l'environnement, la santé du consommateur. D'accord? Pour satisfaire cette innocuité, les industriels se réfèrent à la réglementation européenne, réglementation donc, qui s'impose à tous les pays membres, qui est la 1107-2009. Cette réglementation européenne prévoit pour chaque compartiment, l'environnement, la santé au travail, la santé du consommateur, ce qu'on appelle des valeurs seuil. C'est-à-dire de dire, en dessous d'une certaine valeur, le pesticide est trop dangereux et on ne peut pas l'utiliser. Au-dessus, on ne peut pas l'autoriser. En dessous, c'est bon, on peut l'autoriser. Je vais vous donner un exemple. Bien. L'industriel passe ce dossier aux agences d'évaluation européennes pour ce qui concerne la molécule, puisque vous savez qu'un pesticide, en fait, c'est à la fois une molécule et c'est une substance active, et après, on va lui ajouter en fait, d'autres produits chimiques pour lui conférer en fait, des capacités de pénétration dans la plante. Bien. Donc, la molécule est évaluée au niveau européen par l'EFSA, le glyphosate, et la substance, la préparation, c'est-à-dire la molécule, plus toute sa préparation commerciale, elle va passer au niveau national, qui aujourd'hui est regroupé en zones. Là, en France, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'environnement, du travail. Enfin, à chaque fois, j'en oublie un, parce qu'il le change tous les 6 mois. Bien. Et donc, les experts de l'ANSES vont évaluer le dossier, qui est souvent épais comme ça, de l'industriel, et vont regarder si l'industriel parvient à satisfaire toutes les conditions qui sont fixées par la réglementation européenne et qui sont inscrites dans ce qu'on appelle les documents guides. Ça va, je ne vous ai pas trop endormi, c'est important de l'avoir. Bien, vous allez voir. Alors, je reviens à un de mes cas de savoir inconfortable pour vous montrer en fait comment on arrive à produire indirectement des savoirs inconfortables et comment ce système va s'arranger pour l'écarter. Bon, il était une fois dans le Sud, en 2007, des universitaires, des collègues en fait de l'université de Bordeaux, qui mettent au point une méthode assez innovante pour étudier comment les agriculteurs arrivent à se contaminer ou non aux pesticides. Et 2007. Donc, ces chercheurs, ce sont des ergonomes. Vous savez, les ergonomes, en fait, ce sont ces chercheurs en fait, qui suivent pas à pas en fait, les gestes de travail, et des toxicologues et des épidémiologistes, bien, qui sont très connus, qui sont souvent dans les journaux. Et donc, ils développent une méthode très originale en fait, d'évaluation des risques, où ils vont regarder en fait, comment l'agriculteur, dans un certain nombre de domaines, notamment en viticulture, travaille, comment il se contamine, quelles sont les probabilités en fait, dans les tâches sur les plus probables où il va se contaminer, puis ensuite, après, on va faire des prélèvements dans les urines ou dans le sang pour voir quels sont le degré de métabolite. Et ces chercheurs vont là aussi tomber sur une énigme.
C'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir, en fait, qu'en viticulture en particulier, les travailleurs, les salariés qui se protègent le mieux et qui respectent mieux les consignes, je reviendrai tout à l'heure, sont ceux qui présentent les niveaux de contamination les plus élevés. Oups, étonnant. Je vous passe les détails. Ils arrivent tout de suite à trouver la cause. La cause vient de la perméabilité de ce qu'on appelle les équipements de protection individuels qui sont recommandés à la suite de l'évaluation du risque. Vous allez voir, je vais vous le détailler tout à l'heure. Bien, perméabilité, c'est un problème central. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'aperçoivent, ils font quelques tests, hein, un peu comme ça, et puis après, les autorités françaises vont faire ces tests, ils vont bien l'objectiver, que chaque pesticide qui sont utilisés, bah, finalement, le pays laisse passer le pesticide. Et c'est un problème parce que on considère que la voie dermale est la première voie de contamination des pesticides. Bien. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé un savoir inconfortable. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il remet directement en cause les postulats de l'évaluation du risque. Petit détour. Lorsque un pesticide est évalué par les industriels, mais surtout par les agences, on va essayer de regarder à quelle dose un agriculteur va être exposé chaque jour. Et on va vérifier si cette dose elle est supérieure ou inférieure à la réglementation. Bien. Mais le problème, c'est que l'agriculture française est extrêmement plurielle. On n'utilise pas les pesticides dans la vigne, comme dans l'arboriculture, ni comme dans l'arboriculture du Sud-Ouest, comme dans celle des Pays Lourds. D'accord? Donc, comme en fait les pratiques sont très différentes, eh ben, il va falloir trouver en fait à quelle dose certaines productions, l'agriculteur dans certaines productions va être exposé. C'est ce qu'on appelle l'exposition du risque. Et donc pour ça, on va utiliser des modèles de calcul, des modèles d'exposition. Il y en a 3 qui sont utilisés par l'ANSES, qui ne sont pas développés en France. Ces modèles d'exposition ont un certain nombre de paramètres qui correspondent aux matériels qui sont utilisés dans la production agricole concernée, les conditions climatiques, etc., etc. Bien. Donc, on fait rentrer la dose du pesticide du pesticide considéré dans le modèle, et on voit à quelle dose, en fait, selon le calcul, l'agriculteur va être exposé. C'est ce qu'on appelle l'AOEL, Acceptable Operator Exposure Level, c'est-à-dire la dose acceptable à laquelle un agriculteur peut être exposé. Bien. Si cette AOL est supérieure à la réglementation, on ne peut pas autoriser le pesticide. Si la dose qui sort du calcul est inférieure à celui de la réglementation, on autorise le pesticide. Bien. En général, la dose arrive à la moyenne ou un petit peu supérieure. Lorsqu'elle est supérieure, on met en place ce qu'on appelle des mesures de gestion. C'est-à-dire des mesures de gestion dans la santé au travail, c'est la recommandation d'équipements de protection individuelle. On va rentrer le fait, dans le calcul de l'exposition, le fait que l'agriculteur va porter des gants ou une combinaison intégrale ou un tablier, etc. Et en intégrant l'équipement de protection individuelle dans ce calcul, la dose qui va sortir du calcul va baisser de 70 à 90%. Ça veut dire que l'agriculteur, lorsque vous recommandez un équipement de protection individuelle, n'encourt plus aucun danger face aux pesticides. Je reviens à mon démonstration. Qu'en est-il du fait, comment prendre en compte le fait que les équipements de protection individuelle sont totalement perméables aux pesticides? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça pose deux questions. Ça pose déjà la première question de savoir qu'on va recommander, on va recommander aux agriculteurs des équipements de protection individuelle qui sont totalement perméables aux pesticides. Donc ça veut dire que la dose qui est recommandée n'est pas, le calcul est complètement faussé. D'accord? Bien. On peut se demander depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps on met sur le marché des équipements de protection individuelle qui ne sont pas efficaces aux pesticides? Donc ça veut dire que le pesticide, normalement, n'aurait pas dû passer la barre de l'homologation. D'accord? Bien. Et la deuxième problème que ça pose, c'est le mode de calcul de ces modèles d'exposition. Si ces équipements de protection individuelle sont complètement étanches, sur quelle base diable se base le calcul de l'exposition du risque? Puisque je vous donne la livraison de l'énigme, en fait, les autorités françaises ont compris pourquoi en fait, les équipements de protection individuelle en agriculture étaient totalement perméables aux pesticides. C'est parce que les industriels n'avaient jamais testé ces équipements de protection individuelle avec des produits qui sont utilisés en agriculture, mais uniquement des produits qui ont été utilisés dans l'industrie. Parce que pour les industriels, en particulier suisses, qui vendent ces équipements de protection individuelle, les équipements de protection individuelle en agriculture sont des marchés de niche.
Donc en gros, si vous voulez, c'était trop cher de les tester. Bien, donc des savoirs inconfortables. Puisqu'il y a, ces savoirs sont autant inconfortables, il faut s'arranger pour les domestiquer. C'est là où arrive le problème des normes. Donc moi, j'ai essayé de comprendre en fait comment en fait, les experts et les agents administratifs s'arrangent en fait avec ces savoirs inconfortables, et en particulier dans le cas de l'alerte pays. Le premier processus, c'est d'opérer ce que j'ai appelé moi des changements limités. C'est-à-dire qu'on va réinscrire cette alerte dans les dispositifs actuels en les modifiant un petit peu. Alors, le premier changement limité, ça a été par exemple en fait, le mode d'évaluation du risque par les gens de l'ANSES. Alors, je vous le dis assez vite, je reviendrai si vous voulez dans la discussion. Avant, l'ANSES considérait la tâche de l'agriculteur comme unique, et maintenant avec l'alerte pays, on va diviser la tâche en 3 séquences pour savoir où il faut porter l'effort de protection. Donc on va distinguer ce qu'on appelle le mélange chargement, quand on met le pesticide dans le camion, quand on fait le mélange, c'est-à-dire un pesticide, souvent on le mélange avec de l'eau, etc. Puis après, quand on va les pendre. D'accord? Donc pour l'ANSES, c'est un moyen de répondre à cette alerte, parce que comme ils le disent, cette alerte, je ne vous l'ai pas assez dit tout à l'heure aussi, critiquer le fait que les consignes qui étaient données aux agriculteurs étaient bien trop théoriques et que les agriculteurs, la plupart du temps, ne les suivaient pas. Chose qu'on sait depuis très longtemps. Bien. Alors, donc, l'ANSES va dire quand même, on va adapter notre système d'évaluation pour se rapprocher au plus près des pratiques des agriculteurs. Néanmoins, c'est un changement limité puisqu'on peut considérer qu'en fait, ces changements ne se font qu'à la marge. Deuxième exemple que j'aime beaucoup, ce qu'on a appelé le dispositif Certifito. L'alerte pays, comme un grand nombre d'alertes avant, qui sont sur le bureau en fait, de l'ancienne inspection du travail en agriculture, qui n'existe plus aujourd'hui, montrait en fait que les agriculteurs ne portaient pas les équipements de protection individuelle et surtout n'arrivaient pas à respecter ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire en fait la série de règles qui sont inscrites dans le code rural et qui viennent et qui sont consécutives de l'homologation, où on va dire à l'agriculteur comment il doit utiliser les pesticides, comment les stocker, comment les utiliser, quel pays porter, ne pas les utiliser quand il fait trop de vent, etc. etc. Bien. Donc, l'alerte pays, comme un grand nombre d'alertes, disait finalement les consignes de la prévention du travail ne servent à rien, ou pas à grand-chose. Les régulateurs, plutôt que de prendre en compte ce postulat, ne vont pas remettre en cause les consignes qui sont données aux agriculteurs. Au contraire, ils vont les renforcer. Et ils vont mettre à la suite de cette alerte ce qu'on appelle le dispositif Certifito, qui est, si vous voulez, pour le dire vite, en fait, un certificat, en fait, un permis de conduire pour les agriculteurs pour utiliser les pesticides qui est obligatoire depuis quelques années. Bien. Mais là aussi, c'est un changement limité, puisque lorsqu'on demande en fait aux régulateurs, c'est-à-dire au ministère de l'Agriculture et aux chambres d'agriculture qui sont à la charge de la gestion de ce dispositif, si vraiment il améliore les choses, finalement, ils vont vous dire que oui, on l'espère, on le pense. Pourquoi? Sur quelle base? Parce que 75%, presque 80% en fait, des fermes françaises, des gens qui gèrent les fermes françaises, ont été formés au certificato. Mais on ne sait absolument pas si ce certificato améliore la situation, c'est-à-dire améliore la sécurité des agriculteurs. Pour le faire, il faudrait faire une évaluation des pratiques avant cette formation et puis après pour avoir en fait une idée plus précise. Mais la plupart du temps, les agents administratifs ou les experts se contentent d'une promesse en disant finalement on pense que ça va améliorer les choses. On est dans un processus d'amélioration continue, quelque chose qu'on connaît bien en sciences politiques, qui est la promesse d'amélioration, qui a une vertu dans notre cas, elle permet d'évacuer en fait tout l'inconfort du passé. Comme je vous l'ai dit, un des savoirs inconfortables est de dire depuis combien de temps en fait dure cette situation. Là, il n'est pas la peine de revenir sur le passé, puisque de toute façon, les choses vont s'améliorer à l'avenir. Donc, vous voyez, première domestication de l'inconfort. Bien. Deuxième chose que j'aime beaucoup, d'une norme très importante en fait dans ce système-là, c'est, je vous l'ai dit, les pesticides sont gérés par une norme implicite qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles, inscrites dans le code rural, dans d'autres types de codes, mais aussi dans l'homologation où on va dire à l'agriculteur comment utiliser les pesticides. Bien. Mais en faisant ça, on oublie quelque chose, cette norme a une incidence très forte sur notre système. C'est-à-dire qu'en expliquant à l'agriculteur comment il doit faire, lorsqu'il s'intoxique, on va le rendre responsable de son intoxication. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'intoxication est liée à une faute qu'a faite l'agriculteur. J'en veux pour preuve le dispositif qui est mis en place par la Mutualité sociale agricole, qui est le dispositif de surveillance en fait, des intoxications professionnelles aux pesticides,
qui s'appelle Fit Attitude. Et si vous regardez, si vous avez Internet, regardez le site de Fit Attitude qui va vous dire que 65% des intoxications professionnelles aux pesticides sont liées à une erreur de l'opérateur. Donc, de cette manière-là, on rend responsables les agriculteurs de leurs intoxications. Et ça va avoir une incidence, puisqu'en fait, tous les pouvoirs publics vont pouvoir à bon droit dire que finalement, ils vont renforcer les règles de bonnes pratiques agricoles, et si les agriculteurs ne les suivent pas, et ils n'ont encore moins d'excuses de ne pas les suivre, qu'aujourd'hui, ils ont des dispositifs qui sont au plus près d'eux, du terrain, pour pouvoir les suivre. Donc, à bon droit, tout le monde va pouvoir se défausser pour dire que finalement, si les agriculteurs s'intoxiquent, c'est de leur faute parce qu'ils ne suivent pas les règles qu'ils voulaient. Troisième élément que j'aime mais vraiment beaucoup, qui est le nœud de notre problème, je vous l'ai dit, en fait, les normes réglementaires sont au cœur du problème. Si vous prenez, comme disent les juristes, la norme, la reine des normes de la réglementation européenne, la 1107/2009, c'est ce qu'on appelle en fait les conditions normales ou réalistes d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, la réglementation européenne dit on doit formuler des avis d'homologation qui correspondent aux conditions normales ou réalistes d'utilisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire normal ou réaliste? Là, il y a un conflit entre deux versions de l'histoire. Pour les régulateurs de l'ANSES, ils vont considérer que les conditions normales d'utilisation, ce sont celles telles qu'ils les prescrivent. À l'inverse, les agriculteurs vont considérer, et leurs représentants, que les conditions réalistes normales d'utilisation sont telles qu'ils les vivent, qui correspondent à leurs contraintes concrètes. Donc, dans cette lutte définitionnelle, va se nicher l'ignorance. Écoutez, je vous livre ici mon entretien préféré, j'en ai fait à peu près 160 ou 170. C'est mon extrait d'entretien préféré. C'est le directeur du service en charge de l'évaluation de l'ANSES qui parle. Où je lui dis finalement, ces conditions normales d'utilisation, on en revient. Et après 1 heure et demie d'entretien, il me fait la confession suivante. Il dit, c'est tout le problème. Doit-on évaluer les conditions de travail telles qu'elles devraient être, c'est-à-dire telles qu'ils les conçoivent eux, ou telles qu'elles sont en réalité, pour l'interrogation, c'est-à-dire telles que les agriculteurs le soient. Sachant que si l'on prend en compte les conditions réelles des agriculteurs, il est vraisemblable que la plupart des pesticides ne seraient pas autorisés. C'est quand même magnifique. Montre qu'ils sont dangereux. C'est aussi une En preuve. tout cas, il le voit. Donc vous voyez en fait comment ce système, et j'en ai pratiquement terminé, s'arrange grâce aux normes, les outils scientifiques fournissent aux agents administratifs, aux experts, toutes les bonnes raisons d'écarter les savoirs les plus inconfortables. Puisque les deux questions que je vous ai posées, depuis combien de temps mettons sur le marché des EPI qui ne sont pas efficaces aux pesticides, et surtout la question reine à laquelle personne n'a jamais répondu, sur quoi et sur quel type de calcul sont paramétrés les modèles à partir sur la base que ces EPI sont efficaces, ne sont pas efficaces. Attendez, je m'explique, c'est pas très clair. Je vous ai dit en fait que lorsque vous recommandez un EPI dans le modèle, vous avez ce qu'on appelle un coefficient de sécurité qui permet de faire baisser la dose. D'accord? La question est de savoir si les EPI n'étaient pas efficaces jusque-là, comment on calcule ce coefficient de sécurité? Jusqu'à ce jour, ce divin 7 mars 2024, la réponse est toujours en suspens. On y reviendra si vous voulez. Bien, j'en ai presque terminé. Donc vous voyez, en fait, s'enclenche une forme de déni, mais qui n'est pas liée uniquement aux régulateurs et aux agents administratifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi je travaille sur une sociologie de l'action publique dans laquelle on va s'intéresser aux logiques d'autres types d'acteurs que sont les industriels, les organisations de lutte pour l'environnement et évidemment les agriculteurs. Tous ces acteurs participent directement ou indirectement, je vais juste vous donner quelques exemples, on y reviendra après si vous voulez, à la production de l'ignorance. Je vais vous donner 2 exemples. Les industriels, aujourd'hui, l'évolution du business industriel des pesticides fait qu'il y a ce qu'on appelle très peu d'innovation de rupture, que les grandes maladies sont couvertes dans le monde. Aujourd'hui, en fait, les industriels vont surtout en fait, fabriquer en fait, des produits à partir du mélange d'autres types de substances. Ces mélanges, je vous l'ai dit, en fait, ils doivent être évalués par les États membres regroupés en zones. Et le nombre de produits aujourd'hui est tellement important qu'ils vont à faire évaluer que les agences sont totalement débordées par le nombre de produits qu'ils doivent évaluer. Et ce débordement, ça veut dire qu'une agence comme l'ANSES, par exemple, a 1 an ou 2 ans de retard en fait, sur leur évaluation.
alors même que la réglementation leur dit qu'ils ont 1 an maximum pour pouvoir en fait délivrer leur avis. Bien, et ça a une incidence directe sur notre histoire, parce que plus ils vont avoir de dossiers, plus ils seront en retard, plus les évaluateurs du risque vont se conformer aux procédures, aux documents guides, et moins ils vont avoir de liberté pour essayer d'aller chercher d'autres types de dangers. Je vais vous donner un exemple que m'a donné en entretien un évaluateur du risque. Je peux dire par exemple, certaines fois, les évaluateurs du risque se posent des questions. Sur certains pesticides qui sont utilisés en plein été, il y a une forme d'évaporation du pesticide qui peut avoir des incidences sur la faune et la flore ou sur d'autres incidents. Mais comme il dit, comme on n'a pas le temps d'aller chercher le calcul, bah finalement, on va se conformer uniquement aux procédures. Donc, vous voyez, indirectement, le business model de l'industrie contribue à surcharger les agences, qui les contraint à se recroqueviller encore un petit peu plus, en fait, sur la réglementation et sur les documents guides. Deuxième exemple, le monde agricole, pour vous le dire vite, et en particulier l'arboriculture que j'ai particulièrement étudié pour ce livre. Pour vous le dire vite, quand ils utilisent les pesticides, ils sont dans l'illégalité permanente. La réglementation aujourd'hui est tellement contraignante qu'ils ne peuvent pas l'appliquer. Je vais vous donner un exemple. Dans l'arboriculture, le problème central, c'est ce qu'on appelle la lutte contre la tablure. Il y a un champignon qui se développe au printemps, lorsque les conditions sont humides et la température est plutôt haute. Les taches de tablure se diffusent dans tout le verger. Et si vous avez une tache de tablure, votre pomme est invendable. Ni sur le marché, ni même sur les marchés secondaires, les compotes. Bien, donc, pour vous prévenir contre la tablure, les seuls produits qui marchent sont des produits ce qu'on appelle préventifs. C'est-à-dire qu'il faut appliquer avant la pluie. Et lorsque vous avez une exploitation de 80 hectares, il faut à peu près traiter 2 heures, 2 heures et demie avant la pluie, même si la pluie n'arrive pas. Et selon la particularité de votre exploitation, puisqu'il faut vous assurer en fait que ces produits préventifs touchent chaque feuille en fait du verger, sinon la tablure peut se préserver, vous allez dépendre jusqu'à 2 ou 3 fois la dose qui est autorisée, puisque la réglementation prévoit une dose maximum à l'hectare. OK? Bien. Donc, les agriculteurs sont dans l'illégalité permanente, et j'ai presque terminé. Donc, comment ils font pour se protéger contre cette égalité? Ils développent ce qu'on appelle, nous, en sociologie, une culture du secret. Une culture dans le sens de ce qui se cultive chaque jour. Et c'est pour ça que dans mes enquêtes, au début, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais écarté systématiquement de la production. Mais en fait, pour développer cette culture du secret, les arboriculteurs, ils vont traiter eux-mêmes les pesticides, même s'ils sont surchargés, pour endosser eux-mêmes les risques. Ou alors, ils vont le déléguer à une personne de confiance, soit le contremaître, soit les enfants. De quoi ils ont peur? Pourquoi développer cette culture du secret? Surtout pas des agents administratifs. Pardon, j'exagère un petit peu. Les possibilités de contourner en fait la réglementation et les contrôles des agents administratifs dans les territoires est très simple. Ce dont a peur les arboriculteurs, c'est d'une publicité négative qui risquerait de mettre à terre toute la filière. Donc, il faut absolument protéger ces types d'irrégularités. On reviendra, si vous voulez, là-dessus. Ce n'est pas nécessairement toutes des irrégularités coupables. Bien, alors, j'en ai terminé. Je conclus. Vous voyez en fait que la production de l'ignorance que peut apporter en fait les sciences sociales, c'est que ce n'est pas uniquement une production volontaire liée à certains industriels puissants. Ce n'est pas là le nœud du problème. Le nœud du problème est dans le fonctionnement en fait de ce dispositif et de toutes les logiques des acteurs qui les entourent. Logique des agriculteurs, des industriels, et je vous en ai pas assez parlé, mais aussi des ONG. En fait, finalement, cette machine, elle travaille pour les intérêts de l'agrobusiness. Ça veut dire qu'elle s'arrange pour elle-même écarter toutes les alertes inconfortables qui montreraient des dangers plus inhabituels des pesticides. Donc ce n'est pas une théorie du complot, puisque en fait, si on reprend les thèses de Proctor, c'est-à-dire la production de l'ignorance serait ce que l'on nous cache. Non. Ici, l'ignorance, c'est la recherche d'une cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs que j'ai rencontrés essayent de mettre en œuvre, à leur niveau, les réglementations dans la plus bonne foi. Mais ils n'ont pas de choix que de faire autrement. Si on reprend par exemple le cas en fait, des responsables, des préventeurs en santé au travail, qui sont à la fois au ministère de l'Agriculture et aussi dans les champs de l'agriculture, les médecins du travail, finalement, eux aussi sont conscients des limites de ce qu'ils font. Mais comme ils me l'ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Puisqu'après tout, les recommandations de santé au travail, en fait, sont une chaîne d'activité qui remonte de l'homologation jusque dans les terrains. Donc finalement, en fait, les choses sont tellement ancrées qu'ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre encore et toujours
de la même manière. Donc, à cette échelle, cet immense dispositif fonctionne avec une théorie que j'aime beaucoup qui s'appelle la théorie de la dissonance cognitive. Je ne sais pas si vous connaissez ça, qui a été développée en fait par une de mes idoles, Léon Festinger, un psycholo-sociologue des années 60, et qui montrait en fait comment les individus et des groupes, lorsqu'ils sont soumis à des épreuves de réalité qui viennent euh, contredire très frontalement en fait leurs croyances, au lieu que leurs croyances s'effondrent, leur croyance va se renforcer. Je vous donne l'exemple tout bête du fumeur. Le fumeur qui fume tout en sachant qu'en fait c'est très mauvais sur sa santé, va s'inventer, va tordre en fait une nouvelle série en fait d'explications cognitives pour pouvoir retrouver une cohérence à son comportement et continuer à fumer. Alors c'est mon père a fumé toute sa vie, n'a jamais été malade, les médecins se trompent, c'est pas le moment pour moi d'arrêter de fumer, etc., etc. Et donc vous voyez en fait que cet immense dispositif organisationnel en charge de l'homologation en fait est doué, c'est la surprise pour moi un peu, en tant que chercheur, de cette forme de dissonance cognitive. Dernier point, jusqu'à présent, on avait montré en fait que l'accès au savoir était une source de pouvoir, si on reprend en fait les thèses de Foucault. C'est-à-dire qu'on arrivait à gouverner, qu'on avait la maîtrise de la connaissance. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette brève présentation, c'est qu'ici, c'est l'inverse. L'ignorance, c'est un moyen de gouverner. Parce que si on en savait trop sur les dangers des pesticides, comme l'a dit le directeur des produits réglementés de l'ANSES, tout le système s'effondrerait. Ça veut dire que si on en savait trop, on saurait en fait que le dispositif d'homologation ne voit pas une partie des dangers. Donc on ne pourrait pas mettre autant de pesticides sur le marché. On y reviendra dans la discussion qui arrange une grande partie du ministère de l'Agriculture, mais aussi des agriculteurs. Et donc on mettrait à terre, on compromettrait, ce qui se passe aujourd'hui actuellement, une grande partie de l'agriculture française, puisque l'agriculture française, dans l'arboriculture comme dans d'autres, les pesticides sont un instrument essentiel du rendement. Donc si on en savait trop, on compromettrait des arrangements historiques et surtout économiques qui sont colossaux. Dernière chose, vous voyez ici en fait que tout ce que je vous ai raconté vient de cette petite bande dessinée de ces deux grands philosophes. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à le faire. Qui s'appelle Calvin et Hobbes. Vous voyez dans la première BD, vous avez le tigre qui s'appelle Hobbes, qui pousse Calvin, et Calvin qui lui dit, alors en anglais, je vous le traduis en anglais, c'est vrai, l'ignorance, c'est une bénédiction. Et le petit garçon dans la deuxième bulle dit, le tigre lui dit, attention, on est en train de se planter dans le ravin. Et le petit garçon ferme les yeux, dit, je veux rien savoir à partir de ça. Donc vous voyez là, il se gaufre, il se plante. Et en fait, à la fin, ils sont complètement cassés. Et le tigre lui dit, je ne suis pas sûr de pouvoir supporter autant de bénédictions, hein, donc de l'ignorance. Et le petit garçon lui dit, je veux rien apprendre de cette expérience. Et bien, vous voyez, la politique des pesticides, d'une certaine manière, même si elle évolue, on va y revenir, bah finalement, obéit à cette petite fable-là de bande dessinée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment savoir les dangers des pesticides, et on observe aujourd'hui un nombre ahurissant et effrayant de chiffres, comme l'effondrement de la biodiversité, puisque le dernier rapport INRAE-IFREMER vient de montrer qu'en fait, les intrants, comme les produits chimiques, sont en grande partie responsables de l'effondrement de la biodiversité en France. Et une série de publications aujourd'hui vient le montrer aussi. Voilà, j'en ai terminé, j'étais un petit peu long, excusez-moi. Merci à vous. Merci beaucoup, Xavier. Vous n'êtes pas obligé, merci beaucoup. C'est l'habitude. En plus, tu as été très bon. Ah, très bien, je te remercie. Des questions. Jean-Michel. La première, je vais rentrer dans le dur. Allons-y. Je vais parler de mon jardin. J'ai la chance d'avoir au moins 5 arbres fruitiers en région parisienne. Bon, je fais tout en bio, donc je n'ai aucun fruit. Je vis plus de 5 ans. Bon, voilà la question. C'est-à-dire, comment peut-on faire? Ouais. À côté de ça, et je continue mes visites, je passe une partie de l'année dans l'Ariège, on mange des fruits impeccables, excellents, etc. Bon, comment font-ils et bon. Alors, je ne cite plus l'Ariège, le glyphosate n'existe pas dans la première conversation. Bon, mais chacun en a un peu, etc. Donc, voilà la problématique. Comment faire sans? Et est-ce que c'est une question de dosage? Est-ce qu'il les faut toujours?
est-ce qu'on peut s'en passer complètement ou pas, y compris dans... Alors, alors, c'est une question très large à laquelle je vais essayer de vous répondre de manière un peu simple sur des points, si vous voulez, on pourra les creuser. Moi, je ne pense pas qu'on pourra se passer des pesticides. Parce que tous les pesticides ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas tous le même degré de dangerosité. Les pesticides les plus dangereux, c'est ce qu'on appelle les CMR, cancérigènes, mutagènes, toxiques, pour la santé. Ces pesticides sont en voie de diminution, mais ils représentent encore 10% du marché. Ça reste, selon moi, trop. Donc c'est un choix c'est un choix de savoir ce qu'on privilégie. Historiquement, je vais faire un tout petit détour, on a dit, grâce à la gestion du risque, qu'on arrivait à tenir sur deux jambes. On pouvait à la fois en fait maintenir des intérêts économiques et agronomiques, puisque les deux sont intrinsèquement liés, et la protection de l'environnement. Sur un certain nombre de problèmes, comme je viens de vous dire, ces deux jambes ne marchent pas ensemble. Elles ne peuvent pas le faire. Néanmoins, un certain nombre de pesticides présentent des dangers bien moindres et restent toujours utiles aux agriculteurs. Puisqu'il faut le rappeler ici, les pesticides sont une économie de temps phénoménale et une économie d'argent souvent phénoménale. Dans l'arboriculture, par exemple, ça vous permet d'économiser tous les gains de la main-d'œuvre qui vous permettent de ramasser les pommes, par exemple. Parce que vous arrivez à équilibrer la charge de l'arme pour arriver au calibre attendu, comme ça. Donc je pense, pour répondre très brutalement à votre question, je ne pense pas qu'on arrivera à se débarrasser des pesticides entièrement. Par contre, il est urgent de poser le problème des pesticides qui sont les plus dangereux ou les plus utilisés, dont, quitte à être un peu provocateur, ne fait pas nécessairement partie du glyphosate. Bien. Donc, ça, je pense que ça, c'est important. Donc, comment faire? Moi, je pense qu'on ne fera pas tant qu'on ne regardera pas le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez en fait le principal plan qui a été mis en place par le gouvernement depuis 2007, qui était un échec patent, Ecofito, regarde les choses du petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, va essayer de dire aux agriculteurs comment faire l'agriculture, comment s'en passer, etc. Alors, Ecofito a la grande vertu de lancer de grands programmes de recherche qui ont produit des résultats extrêmement intéressants. Néanmoins, il regarde les choses uniquement sur le petit bout de la lorgnette. Alors que le problème des pesticides est un problème de consommation, de production et de vente. Mais c'est aussi un problème de consommation, les deux étant liés. C'est-à-dire que, pour vous dire, une des solutions sur lesquelles on travaille à l'INRAE aujourd'hui, en particulier moi, avec une équipe, hein, si vous prenez les pommes, on est aujourd'hui capable, grâce à des variétés qui sont tolérantes à tavelure, ou en tout cas il faut les vérifier, bref, je vous passe les détails, par des croisements génétiques, on serait capable, si elles montraient une efficacité suffisante, on va dire, de baisser l'usage des pesticides sur les pommes, hein, qui sont le premier pas en fait, hein, des pesticides d'IFT, de 60 à 70%. Mais ces variétés, elles existent, elles sont nombreuses, hein, les Topina, les Rustica, etc. Mais elles ont un problème. Elles ne ressemblent pas aux variétés qui sont les plus commerciales. Et oui, les Gala, les Granny, les Gold Smith, etc. Donc, on revient à vous dire comment faire. Si on est capable de penser la production et la consommation et un certain nombre de marchés ensemble, on y arrivera. Mais si on regarde les choses uniquement, soit du point de vue de la consommation, soit du point de vue des méchants industriels, soit du point de vue de la production, on ne verra pas le problème. Juste pour terminer là-dessus, la plupart des arboriculteurs, moi, que j'ai rencontrés, sont parfaitement prêts à commercialiser, à surgreffer pour mettre des pommes qui, si elles trouvaient leur marché, s'ils ne mettaient pas de pesticides, ça ne leur poserait aucun problème. Le problème pour un arboriculteur est de savoir, en fait, finalement, comment il va rentabiliser ces vergers qu'il a plantés pendant 15 ans et qui lui coûtent 400 000 euros. Voilà. Donc, pour vous répondre, je pense que le zéro pesticide n'existe pas, même si c'est le champ de bataille aujourd'hui à INRAE, mais c'est un champ de bataille politique parce que c'est le meilleur moyen d'essayer de baisser drastiquement les choses. Je pense qu'on n'y arrivera pas sans pesticides, c'est impossible aujourd'hui. Dernière chose peut-être aussi, pour vous dire sur ce plan-là, c'est que aujourd'hui, si on regarde l'agriculture française, la taille des exploitations ne fait que s'accroître et les exploitations ne font que se spécialiser. La polyculture élevage est en chute libre aujourd'hui. Et pour vous le dire rapidement, plus les exploitations seront grandes, plus elles seront spécialisées, plus on aura besoin de pesticides. C'est mécanique. Donc si on doit se baser des pesticides, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement un problème d'alternative, parce que d'alternatives, aujourd'hui, il y en a plein. C'est un problème de l'orientation agricole qu'on a choisie aujourd'hui.
Et encore une fois, juste pour terminer, le conflit des agriculteurs nous l'a montré, la France est le premier exportateur européen de denrées agricoles, grâce à ce modèle-là. Et je comprends qu'un chercheur qui l'honnêteté intellectuelle totale dise que les limites, on ne va peut-être pas quand même complètement se passer des pesticides. Et est-ce que politiquement parlant, même si ce n'est pas vraiment la politique du gouvernement, de notre gouvernement aujourd'hui, Certainement. est-ce que d'un point de vue politique, on ne doit pas quand même afficher l'objectif de l'éradication des pesticides? Parce que le sol crève de l'usage des pesticides. Le sol perd toute sa fertilité, sans penser même danger sur la santé humaine, sur la santé des écosystèmes. Donc je pense que politiquement, il faut prôner l'éradication. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Mais vous avez raison, ce que je disais à l'INRAE, c'est ce qui a été choisi quand même. Le zéro pesticide. Bon, si vous interrogez le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture actuel, il va vous dire, mais mon cher monsieur, c'est en place depuis 2007. Sauf que la consommation des pesticides, de 2007 jusqu'à 2016-2017, a stagné, voire a augmenté. Alors qu'elle devait diminuer, souvenez-vous, de 50% à l'horizon de 10 ans. Une promesse qui est sans cesse renouvelée. Donc, si vous voulez, politiquement, c'est là où c'est retort. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah oui, c'est en marche. Alors que ça ne l'est pas. Et oui, c'est là l'escroquerie. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est de dire aujourd'hui, et Dieu sait si j'arrive à m'écharper de manière un peu frontale avec des gens politiquement corrects de ce gouvernement et de ceux avant, même si le gouvernement d'avant, Stéphane Le Foll, avait une approche qui était totalement différente. Hein, et reconnaissait de manière beaucoup plus frontale en fait le problème qu'on avait en fait. Bien. Le gouvernement français est dans une impasse, Ecophyto est dans une impasse, le gouvernement français est dans une impasse, et tout l'enjeu là, avec cette suspension du plan Ecophyto, etc., c'est de remonter le niveau au problème européen. Je ne suis pas sûr que les conséquences soient vraiment les meilleures pour nous. Bon, en prenant des questions, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, si vous me mettez une pièce, je vais vous garder jusqu'à minuit. Une question? Oui, moi j'en ai plusieurs. Justement, comment se situe la France par rapport à l'Europe Une deuxième question, j'ai du mal à comprendre comment les agriculteurs qui sont quand même plus exposés au risque et leurs représentants qui sont actifs et puissants et actifs ne réclament pas justement plus de protection, qu'ils ne fassent pas remonter quand même ces problèmes alors qu'ils sont les premiers concernés. Ouais. Et je pose une petite question. Je veux savoir s'il existait en aval un dispositif, un système de vigilance pour recenser un peu justement au niveau des agriculteurs. Bonne question. Comme ça existe pour la macro-vigilance. Alors, bon. Alors, première question. La France est le premier producteur de denrées européennes. Elle a eu une surface agricole qui est supérieure à ses voisins. Donc, à ce titre-là, en volume, est l'une des premières consommatrices de pesticides en Europe. Néanmoins, si on ramène la consommation des pesticides à la surface utile, on est plutôt dans les moyennes européennes. Donc, vous voyez, c'est intéressant, sachant que l'Espagne, sur le maraîchage, enfin, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, en moyenne pondérée, on est plutôt dans la moyenne. On était un petit peu au-dessus, mais là, on revient dans la moyenne. La deuxième question, les agriculteurs, quelle vaste question. Alors, il existe deux associations dirigées par, peut-être vous avez entendu parler par ce monsieur qui s'appelle Paul François, qui a traîné Monsanto en justice, qui a gagné, après 15 ans de combat, 10 000 euros. Bien, ça, excusez-moi pour l'ironie. Donc, en fait, ces gens-là, en fait, ont fait des associations, etc. Mais ces gens-là ne représentent pas nécessairement tout le monde agricole qui est extrêmement divers. Cette question-là, elle est trop vaste pour pouvoir y répondre de manière un peu sérieuse. Moi, je peux y répondre avec le terrain que j'ai fait dans l'arboriculture, dans le sud-ouest français, qui est le principal bassin agricole. Et en gros, pour vous le dire vite, les agriculteurs me disaient la chose suivante. Pourquoi on penserait que les agriculteurs sont dangereux alors que mes parents, lesquels j'ai hérité en fait l'exploitation, ont utilisé des produits bien plus dangereux et les ont utilisés sans protection et n'ont jamais été malades. Alors qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont moins dangereux avec une évaluation qui est beaucoup plus serrée, sur lequel on est bien protégé, avec des cabines filtrantes, etc. etc.
Vous voyez, c'est assez complexe. Troisième élément. Il y a 3 ans, ça tombe bien, je suis expert là-bas. Le gouvernement français a décidé de mettre en place un dispositif similaire à celui du médicament, qui ne marche pas très bien non plus, hein. Mais enfin, bref. Et donc, qui a mis en place ce qu'on appelle la phytopharmacovigilance, qui est censée en fait opérer une veille scientifique en fait de tous les effets néfastes qui ne sont pas repérés lors de l'homologation. Alors, je ne peux pas tout vous divulguer parce que je suis tenu au secret, donc je suis expert là-bas, je suis chargé d'évaluer les alertes, mais ce qu'on peut constater, le combat que j'essaie de mener, de montrer qu'en fait, comment cette surveillance peut justement remettre en cause une partie des postulats en fait, de l'homologation, ça ne fonctionne pas. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Question. On n'est pas dans une théorie du complot, on est encore toujours dans ce même problème de cohérence. C'est-à-dire que si vous commencez à remonter trop d'alertes, vous allez à trop attaquer le système de l'homologation. Si vous attaquez trop le système de l'homologation, ça va avoir une série de répercussions qui est trop importante. Je vais vous en donner une. L'ANSES comme l'EFSA ne veut pas remettre en cause en fait tous les tests et tous leurs modèles. Pourquoi? Parce que ça entraîne un processus qui est bureaucratiquement un cauchemar. Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, la réglementation européenne, il faut se mettre d'accord à 27 pour pouvoir en fait refonder tous les tests toxicologiques, par exemple. C'est ce qui se passe par exemple sur le cas des abeilles, qui est aujourd'hui un casse-tête qui a mis plus de 8 ans de travail à essayer de trouver la bonne formule pour pouvoir en prendre en compte en fait la nouvelle dose en fait à laquelle les abeilles sont dangereusement exposées. Donc vous voyez, personne ne veut exactement remettre en cause ce dispositif d'homologation pour les mêmes raisons que j'explique. Et quid de la reconnaissance des maladies professionnelles Alors, la reconnaissance des maladies dues notamment aux pesticides ou à Ouais. d'autres causes? Alors, la reconnaissance des maladies professionnelles sur les pesticides, elle a fait un petit bond en avant il y a 8 ans avec la création de 2 tableaux. Le premier tableau, c'est la maladie de Parkinson et ce qu'on appelle les cancers, les lymphomes non hodgkiniens sont les cancers du sang. Alors, ça, c'est le même problème. C'est la politique. C'est-à-dire de dire, alors ça tombe bien parce qu'avec un de mes collègues, on a observé en fait la tableau de création de maladies professionnelles. Bien. Et comme d'habitude, le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a eu un tableau lié à la maladie de Parkinson avec une série de conditions que vous devrez remplir pour pouvoir vous faire reconnaître en maladie professionnelle. Une des conditions, on appelle ça un délai de prise en charge, c'est-à-dire un délai dans lequel se déclare la maladie, le début de la maladie et le délai auquel vous allez déclarer la maladie à votre tableau de maladie professionnelle. Ça va, c'est clair? Oui, tout à fait. Si vous avez un cancer, vous avez, dans le cas, 12 ans ou 3 ans pour le déclarer. Le tableau de maladie de Parkinson, le délai de prise en charge, c'est de 3 ans. Il faut 15 ans la maladie de Parkinson pour se développer. Résultat, il n'y a quasiment aucune reconnaissance. Là, le ministère a joué de manière redoutable. Alors, néanmoins, les syndicats qui se sont fait avoir sur ce coup-là essayent de revenir à la charge, et je crois qu'ils essayent de revenir avec un délai de prise en charge qui est beaucoup plus grand. Ils ne se sont pas fait avoir sur les maladies. syndicats, la FNSEA. Alors, les syndicats, non, alors c'est compliqué parce qu'il y a les syndicats des exploitants plutôt en faveur d'une reconnaissance souple et les travailleurs qui sont plutôt en faveur d'une reconnaissance qui est plus élevée. Et le tableau de reconnaissance des lymphomes non hodgkiniens, mais attendez, mais enfin, là encore une fois, c'est de la politique, c'est-à-dire qu'est-ce que calcule le ministère de l'Agriculture? Le nombre de reconnaissances qu'ils vont avoir, que la sécurité sociale va avoir à rembourser. C'est aussi simple que ça. Et si l'appel d'air est trop grand, les coûts vont exploser. Je suis désolé, hein, je vous mets votre soirée par terre. C'est pas le délai d'exposition, c'est le délai entre la fin de Le prise à charge, le début de déclaration de la maladie et le début. Et on est loin de la prise en compte de ces maladies sur la population générale. Là, on est à des abysses. Ah ben là, on n'y est pas du tout. Donc, 2 tableaux de maladies professionnelles. Des cancers autres. Comment? Et des cancers autres, donc? Non, on est pour l'instant, en fait, ces tableaux-là sont accrochés en fait à l'état de la littérature. Et, en fait, ils ont commencé à apparaître au moment où l'INSERM, vous savez, en fait, l'organisme en fait en charge en fait de la santé, a fait une classification des pesticides les plus dangereux et ont montré qu'en fait il y avait des surincidences très fortes dans des maladies neurodégénératives, excusez-moi. Donc, ce qui tombe bien, une partie des pesticides ne sont plus sur le marché.
Mais en tout cas, en fait, c'est très accroché à l'état de la science qui est le moteur central là-dessus. Donc la reconnaissance des maladies professionnelles pour l'instant est plutôt faible. Vous avez la possibilité de vous faire reconnaître des cancers ou des maladies professionnelles dans des commissions régionales qui s'appellent les C2RMP, Commission régionale des maladies professionnelles. Mais là, c'est un parcours du combattant qui a été très bien décrit par une partie de mes collègues chercheurs et sur lequel finalement la plupart des victimes laissent tomber. Par exemple, l'association de phytovictimes, un de leurs combats, c'est d'aider en fait, les agriculteurs à cette meilleure reconnaissance. Est-ce qu'on a des statistiques le nombre sur le type de maladies liées aux pesticides depuis quelques années pour voir quel type Alors, non. comment ça évolue Alors, non, parce qu'en fait, on n'arrive pas à évaluer ce qu'on appelle le cursus laboris. C'est-à-dire qu'en fait, un agriculteur qui va développer un cancer du sang, dans quelle mesure la cause est liée à un pesticide? Et quel pesticide? C'est-à-dire que, est-ce que le fait, par exemple, qu'on va développer un certain cancer, c'est lié à sa mauvaise hygiène de vie ou à des pesticides? Et encore une fois, à quel pesticide? Sachant qu'en fait, des cancers vont mettre 15, 10, 15 ans à se développer, il faudrait pouvoir en fait retracer quel type de pesticide et à quelle dose il a été exposé pour pouvoir avoir la preuve de cette relation de cause à effet qui fait tellement défaut dans la recherche. Donc, non, on n'a pas les statistiques. Néanmoins, il y a des études très importantes qui sont faites en France, qui s'appelle l'étude Agrican. Alors, d'abord, je vais vous parler de l'étude américaine qui s'appelle l'Agriculture Health Studies, qui a porté sur la bagatelle de 5 000 pardon, excusez-moi, applicateurs des pesticides et qui ont permis à l'INSERM en fait, de faire cette classification des pesticides les plus dangereux. Donc ça, c'est une source d'information qui est très importante. Et en France, la MSA et le ministère, là-dessus, là, il faut le reconnaître, ont mis beaucoup d'argent pour faire une étude pour montrer en fait quels étaient les cancers qui étaient développés en agriculture, mais pas en procédant de manière rétrospective, mais en suivant des cohortes sur 10 ou 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Que les agriculteurs développent moins de cancers que la population générale. Mais ils développent plus de cancers, certains types de cancers. Cancer du pancréas et lymphome non Hodgkin. Donc, ils développent plus de cancers, un certain type de cancer. La question est de savoir, est-ce que c'est lié aux pesticides? On retombe sur le problème du cursus labo. Il n'y a pas de stade. S'il y avait des stades, on le saurait. Il n'y a pas que le cancer, il y a d'autres types de maladies. Les maladies neurodégénératives, etc. Donc là, encore une fois, Agrican montre aussi qu'il y a des surincidences, etc., comme l'Agriculture Health Studies. Mais si vous voulez, on n'a pas de statistiques précises. Et encore le problème, c'est le problème de l'étiologie médicale, c'est-à-dire ce qui fait la cause essentielle de la maladie. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, le problème est extrêmement complexe, puisqu'on s'est aperçu qu'en fait, les pesticides jouaient en synergie, c'est-à-dire venaient amplifier un certain nombre en fait, de facteurs environnementaux, par exemple, ou de prédisposition génétique. Donc ils peuvent jouer à la fois cause essentielle, des effets d'accélérateur. Bref, c'est trop compliqué, on n'a pas de stats, réellement, à part ces études-là. Par contre, sur les chutes de la biodiversité, on observe ce qu'on appelle en épidémiologie des corrélations très évidentes. Entre des parcelles qui ont été très traitées et les autres, là, on observe des corrélations. Là, la relation de cause à effet, elle est un peu plus essentielle. Même chose sur les abeilles, on n'a pas parlé des abeilles. 15 ans de controverse pour qu'enfin, tu te souviens, Michael Henry, en fait, un de nos collègues de l'INRAE avec ses collègues, montre qu'en fait, parce qu'en fait, toute la polémique portait en fait sur la faible dose. C'est-à-dire qu'on disait en fait, les abeilles en fait sont exposées à une très faible dose de néonicotinoïdes. C'est quoi la butine? Elles avalaient en fait les néonicotinoïdes puisque c'est un insecticide systémique. Toute la polémique de dire les doses sont trop faibles, il n'y a pas de problème. Sauf que une étude qui a pris en compte, a bien montré qu'il y avait un effet de désorientation en fait, de cette dose des abeilles, et comme elles avaient du mal à revenir à la ruche, elles mouraient entre-temps. Donc il y a bien là-dessus. Donc malheureusement, les statistiques, et là on revient au problème de la controverse scientifique, c'est-à-dire qu'on a tout le loisir, comme pour le cas du glyphosate, si vous voulez, on peut revenir sur le cas du glyphosate, c'est-à-dire que l'EFSA, comme le CIRC, ne pose pas la même question, ne s'appuie pas sur les mêmes données et n'ont pas les mêmes échantillons. Problématique. Au niveau de l'EFSA, il y a eu des conflits. Il y en a eu un, surtout pas au niveau de l'EFSA, il y en a surtout un au niveau de l'agence américaine qui était en charge, Jess Holland,
qui était en charge en fait sur lequel l'EFSA s'est appuyé et dont on a découvert qu'à sa retraite, il travaillait pour Monsanto. Mais quand l'EFSA s'est appuyé sur l'étude allemande qui elle-même faisait l'objet quand même de conflits d'intérêts assez sérieux, de fil en aiguille. Le problème de ça, c'est qu'on vient se focaliser sur une étude. L'EFSA ne se focalise jamais sur une étude. Le diable a aussi dans les détails. Il faut regarder en fait quel type parce que là, dans cette étude allemande dont vous parlez, on leur a reproché en fait d'avoir mis à l'écart un échantillon de souris parce qu'ils développaient un certain nombre de tumeurs. Néanmoins, les choses étaient un tout petit peu plus complexes que ça et c'est un petit peu plus complexe. Ils sont pas Moi, l'ANSES, en tout cas, je peux vous dire, ils ne sont pas du tout en situation de conflit d'intérêts. Ils prennent au contraire un peu de Oui, mais à l'EFSA, On est d'accord. à C'est l'EFSA, pour il y ça a- qu'il faut la défendre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais l'ANSES dépend des données de l'EFSA, qui elle-même dépend souvent des données de l'EPA, de l'agence américaine, l'Environmental Protection Agency, qui là, elle, était en conflit d'intérêts, puisqu'on a découvert grâce au Monsanto Paper, que Jess Roland était employé par Monsanto et entretenait des liens avec Monsanto au moment de la réévaluation du glyphosate. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en prison. il y a certains produits qui sont interdits en France. Ouais. Et pourtant, ils sont produits en Europe. Alors, excellente question. Ils peuvent même être produits en France et vendus à question. l'étranger. Alors, Alors ça, c'est excellente question. Et autre point, Ça rejoint ce que tu dis. est-ce qu'il n'y a pas aussi un marché noir, mais Les génériques arrivent aujourd'hui. Malgré tout, des produits interdits en France sont utilisés en France par des filières. Et quels sont les moyens de contrôle que l'on peut avoir? Alors, votre première question, je vais prendre 3 minutes pour y répondre parce qu'elle est très importante. Excusez-moi, mon langage familier, il est tard. Je vais prendre un exemple. Les betteraviers sucriers français, on leur a autorisé par dérogation des néonicotinoïdes, qui étaient interdits depuis la loi royale de 2015. Pour lutter contre une saloperie de moucheron sur la jaunisse. Sur une jaunisse, c'est très, très néfaste. Bien. La Cour de justice européenne a dit la France l'a interdit, vous devez vous arrêter de l'utiliser. Ce n'est pas cohérent avec le droit français. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les betteraviers français voient, du fait du retrait de ce produit, une chute de leur production de moins 20%. Moins 20%, ça veut dire une hausse des prix pour eux. Donc ça veut dire qu'ils sont moins compétitifs sur le marché. Mais attendez, en attendant, on achète quel type de sucre? On achète le sucre allemand et surtout brésilien qui utilise des néonicotinoïdes. Donc les sucriers, les betteraviers français, ils deviennent fous et ils ont raison de dire on nous supprime un produit, on nous pénalise et en même temps, sous couvert d'une protection du consommateur, et en même temps, on continue à consommer en fait des produits remplis de néonicotinoïdes. Où est la cohérence là-dedans? Ça rappelle un autre problème, vous voyez en fait tous les problèmes qu'on essaye de balayer avec ce petit curseur, qui est le problème en fait des clauses miroirs qu'on met au niveau européen pour dire on n'importe pas de produits qui utilisent des néonicotinoïdes, qui mettent en danger la population. Donc il n'y a pas de cohérence. Et c'est là le problème aujourd'hui. Le mur dans lequel on se trouve et la colère des agriculteurs, la suspension des cophytos vient de là. Et tout le pari en fait du gouvernement, c'est de remonter le problème au niveau européen. C'est-à-dire qu'en fait, si on interdit les néonicotinoïdes, on les interdit partout en Europe. Sinon, la France se tire une balle dans le pied. Donc vous avez raison. Votre deuxième question, c'était sur le marché noir. Ah oui, oui, il existe. Alors là, je peux vous assurer qu'il existe. Notamment sur les transports, je peux vous assurer. Par exemple, regardez dans les vignes comment on lutte contre l'esca. Bon, ouais, je vous fais des petits. L'esca champignon. Le seul, l'arsénite de soude qui permettait de lutter contre cette maladie est interdit depuis 2001. Néanmoins, la maladie, on ne la voit pas. Donc, il existe un marché noir qui est assez simple dans l'agriculture. C'est une de mes grandes découvertes, ça, de voir en fait, que finalement, en fait, beaucoup d'argent liquide circulait. En fait, il y a beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'en fait, l'agriculture est une mafia. Néanmoins, on arrive à s'arranger avec un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec Internet aussi, on arrive à avoir beaucoup de produits qui sont des produits génériques. Vous pouvez acheter des produits qui sont utilisés dans l'industrie, mais qui ne sont pas autorisés en agriculture. Bref, il y a énormément de moyens. Attention, néanmoins, si vous vous faites choper avec des produits interdits, comme me l'ont expliqué les arboriculteurs, vous jouez à la roulette russe. Parce que là, non seulement vous vous foutez en l'air, et vous foutez en l'air toute la filière.
Ça, c'est la fraude maximale. Il y a des fraudes hein, qui sont plus ou moins tolérées, plus ou moins gros, mais celle-là, c'est la fraude maximale. Donc elle existe, mais je peux vous assurer qu'elle C'est caché. est bien, 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 bien cachée. Ouais. Ça va, je vous ai pas trop endormi. Y a-t-il des sources d'espoir? Oui, il y a des sources d'espoir. Parce que éradiquer vraiment, Oui, est-ce qu'on peut y penser un oui, jour? oui, oui, il y a des sources d'espoir. Il y a beaucoup de sources d'espoir. Déjà, il y a la recherche. Il y a la recherche. La recherche aujourd'hui, la recherche française, européenne, internationale a beaucoup d'alternatives sur la table. Et Par ça, exemple, pour les néonicotinoïdes, on peut s'en passer. ouais, On les a présents. oui, tout à fait. Alors après, on peut s'en passer sur certains herbicides aussi. Alors pas sur le glyphosate, malheureusement, parce que les produits qu'on pourrait utiliser sont plus dangereux que le glyphosate. Les alternatives qui sont en place, comme les couverts végétaux, etc., ne peuvent pas être bien mises. Mais en tout cas, les alternatives qui existent aux pesticides, il y en a un très grand nombre et qu'ils ne demandent qu'à être expérimentées à grande échelle. Et pour être expérimenté à grande échelle, il faut une volonté politique. Et ça passe, selon moi, par une prise de risque qui n'est pas négligeable et qui, à la fois au niveau national, qui suggère en fait, de se mettre à dos en fait, des forces très puissantes qui sont à l'œuvre, qui sont les principaux producteurs, assez bien représentés par les syndicats majoritaires, au niveau national et au niveau européen aussi. Et les sources d'espoir aussi, ben, c'est les élections européennes qui arrivent, par exemple. Parce que là se jouent beaucoup de choses. Et notamment un des nerfs de la guerre, qui est la PAC. Les 9 milliards du premier pilier, qui sont les aides attribuées aux grandes surfaces, quand vont-elles être remises en cause, ou en tout cas interrompues? Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le problème de... Vous voyez, les pesticides, ce qui est intéressant, comme tous les problèmes environnementaux, sont des problèmes à tiroir. C'est-à-dire que là, on parle du problème de la politique. Mais la désaffection de la politique française, si on a par exemple le RN au niveau européen, je peux vous assurer qu'ils ne vont pas bien se battre pour pouvoir avoir une agriculture qui va se passer des produits chimiques. Voilà. Donc les sources d'espoir, il y en a beaucoup. On vit dans une période qui est plutôt absurde, dans laquelle en fait toutes les alternatives sont là. La recherche est prête, les producteurs sont prêts. Hein. Ils ne demandent qu'à les producteurs, du moment qu'ils trouvent des marchés, qu'ils trouvent des formes de rentabilisation, etc. On les caricature souvent en disant qu'il y a une forme de Loki, ils pensent comme ça. On va mettre de côté les grands céréaliers. Ça exige beaucoup de changements. Ça existe beaucoup de changements importants. Des changements importants, mais surtout, en fait, le vrai changement, c'est réduire les terres, c'est-à-dire une autre manière de faire du rendement, de réduire les terres. Aujourd'hui, la course au rendement fait que les agriculteurs sont pris dans une course d'économie d'échelle. Donc, c'est ce qui explique tous les regroupements en fait, des exploitations agricoles qu'on voit. Et quand tu dis ça, c'est vrai que le nerf de la guerre, il est là. Donc, il faut réfléchir au levier systémique. Et à mon avis, le levier de la PAC est un levier très fort. La recherche est un levier très fort. Le vote est un levier très fort. La consommation est un levier très fort. Les engagements locaux, associatifs sont aussi très importants, etc. Donc, les sources d'espoir, il y en a. Néanmoins, moi qui observe le phénomène depuis 10 ans presque, les choses ont très peu évolué. Aujourd'hui, on est dans un état de tension qui est fou, puisqu'on a retiré un grand nombre de pesticides aux agriculteurs. Et là, vous voyez une partie de cette révolte-là, cette grande colère, était liée aussi en partie à ça. Quand on parle de cette confrontation des normes commerciales, des normes environnementales, les pesticides, on est en plein dedans. Comme je vous l'ai dit sur le cas des betteraves. Donc c'est une lutte, elle est toujours en cours. Alors moi, je suis un peu comme le médecin de Camus dans La Peste, c'est-à-dire de dire, vous vous souvenez, hein, le médecin dit, je sais que tout est perdu, mais je dois faire tout mon possible pour l'éviter. Voilà, je pense que c'est une bonne maxime pour nous toutes et tous. Voilà. Si, je crois que tu peux. Oui, il faut que je file, je suis désolé, je dois aller chercher les enfants. Ouais. Tu vas être en retard. Je vais être très en retard, à cause de vous, avec grand plaisir.